Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Oui, ça fait peur de sortir de son confort et de tout lâcher, de tout plaquer, soit pour vivre un tour du monde, soit pour... On ne sait pas où ce qu'il y aura après, mais je pense qu'à un moment donné, si on peut le faire, il faut le faire parce qu'un jour, on va le regretter de ne pas l'avoir fait en fait. Je vous parle en direct de Tahiti. Je suis originaire du sud de la France, donc précisément de Sète dans l'Hérault. J'ai 36 ans maintenant. Je suis partie donc vivre en Polynésie avec mon mari qui a 37 ans, ma grande fille qui a 13 ans, qui est en 5e, et ma petite dernière qui, elle, a 15 mois. Oh voilà. Waouh, d'accord. Donc vous êtes là depuis combien de temps ? Là, on est arrivé au mois de juin, donc 2021 déjà. Ouais. Et donc ça fait 3 mois. D'accord, ok. Ouais. J'avoue que pour moi, Tahiti, c'est quelque chose qui est paumé un petit peu au niveau de l'océan Pacifique, en dessous d'Hawaï, mais c'est un grand archipel. Enfin, tu parles de presqu'île. C'est grand, c'est petit. À quoi ça ressemble, Tahiti ? Alors en fait, déjà, la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. C'est étalé, c'est c'est plein d'îles étalées. Et donc moi, je suis à Tahiti. Donc Tahiti, c'est vraiment l'île principale où on a la capitale, donc Papeete. Et en fait, Tahiti, c'est un peu, ça fait en fait une grosse île qui est Tahiti Nui et une toute petite île qui s'appelle Tahiti Iti. Donc elles sont reliées par une presqu'île, hein, par un morceau de terre, voilà. Et moi, je suis sur la presqu'île en fait. D'accord. C'est-à-dire, je suis à 1 heure de route de la capitale. D'accord, ok. Et Tahiti, tu fais le tour en 2 heures, t'as fait tout le tour, quoi. Alors, on va revenir un peu sur votre vie à Tahiti, mais d'abord, est-ce que tu pourrais justement
vous êtes parti en juin 2021. À quoi ressemblait ta vie jusqu'au mois de mai 2021? Alors, nous, on était dans un tout petit village, donc près de Sète, sur Poussan, la commune de Poussan. Mon mari est entrepreneur, donc il avait une société depuis 2011 dans la rénovation intérieure. Donc, on a fermé l'entreprise au mois de mars, avant de partir, quoi. Et moi, je travaillais dans une agence immobilière, j'étais assistante commerciale, dans l'agence. Donc, de toute façon, nous, on avait prévu déjà de partir vivre une expatriation. Donc, dans nos têtes, on savait qu'on allait s'en aller, de toute façon. Donc, vous vivez dans le sud de la France, à côté de Sète, dans un petit village. Et si on repart en 2018, donc vous décidez de partir faire un tour du monde. D'où vous est venue cette idée? Alors ça, c'était vraiment une idée qu'on avait depuis qu'on s'était mariés, de dire, c'était un peu le rêve de dire un jour on prendra une année sabbatique. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y a plein de gens qui en rêvent, il y a quand même très peu de gens qui le font. Oui. Oui. Alors, comment ça s'est concrétisé pour vous? Comment ça s'est fait? On a quand même préparé notre tour du monde en une dizaine d'années, on va dire, entre le moment où on a dit un jour on partira faire une année sabbatique et le jour où on a pris notre billet d'avion. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté pour pouvoir le faire. Donc, on a acheté en fait une vieille maison, on l'a retapée, on l'a vendue, après on l'a recommencé, on a refait une autre. Et au fur et à mesure, chaque fois, on disait, mais un jour on arrivera à faire un tour du monde parce que ça a quand même un budget. Hein. Ouais. On n'est pas millionnaire, hein, voilà. Donc du coup, on savait qu'il fallait qu'à un moment donné, on arrive à faire petit à petit tout ça, revendre, rénover, revendre. Et puis tu veux dire qu'en fait, ça faisait partie de votre stratégie pour avoir une plus-value, pour réussir à économiser au fur et à mesure, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis aussi pour que Lola ait l'âge, qu'elle soit ce soit intéressant pour elle, et qu'un tour du monde c'est fatigant, et donc il fallait quand même qu'elle puisse suivre, quoi. Donc elle avait quel âge en 2018? Donc elle avait 10 ans. On est parti le jour de ses 10 ans en fait. Ah waouh, symboliquement c'est génial. OK. Voilà, c'est ça. Donc le jour de ses 10 ans, elle après donc c'était l'année de son CM2. Pareil, niveau scolaire, on voulait pas que ce soit non plus trop pénible à suivre, donc ça restait l'école primaire, donc c'était bien. Et donc on est parti le jour de ses 10 ans, on a vendu notre maison et on a dit là ce coup-ci ça y est, on s'en va, on a pris 3 billets d'avion tour du monde et on est parti. Et vous êtes parti où alors? Alors on a fait 18 destinations. Donc, on a fait tous les continents sauf l'Europe et l'Asie. Donc, on est parti directement en Asie. Asie, Océanie, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Pourquoi tu me dis on a fait sauf l'Asie, mais vous êtes allé en Asie? Sauf l'Europe et l'Afrique. Ah, tu m'as dit Asie, d'accord. Ah, pardon. Ouais. Vous avez fait tous les continents sauf l'Europe et l'Afrique. Voilà, c'est ça. Et comment est-ce que vous l'avez dessiné finalement, ce tour du monde? Est-ce que vous l'aviez complètement planifié à l'avance? Faire ça avec un enfant, j'imagine que ça demande... Oui. Il y a certainement beaucoup de place à la spontanéité, mais ça demande plus de prévoyance peut-être que quand on est en mode sac à dos. Ouais, c'est ça. En fait, on avait déjà planifié tous les pays qu'on voulait voir parce qu'en fait, on voulait vraiment pas rater un pays et à la fin se dire ah ben mince, on n'a pas pu aller sur telle ville ou sur tel pays parce que faute de budget, faute de temps, enfin voilà, parce qu'on avait vraiment que 12 mois à accorder à ce tour du monde. D'accord. Et on avait un budget de façon alloué donc il fallait pas qu'on dépasse, quoi, tu vois. Donc en fait, on a pris des billets d'avion tour du monde. Donc c'est-à-dire qu'on est passé par une agence qui est à Londres qui s'appelle Travel Nation. Donc à qui on a donné nos destinations. Voilà, le temps qu'on voulait passer sur chaque à peu près parce qu'après ça varie d'un jour à l'autre, tu vois. Donc les délais à peu près qu'on voulait passer. Et eux nous ont fait le billet d'avion. Donc le billet d'avion, quand on est parti, il était prêt. Voilà, on savait que tel jour à telle heure, on prenait l'avion pour changer de pays, par exemple. Et après, par contre, moi, j'ai organisé tout ce qui était à l'intérieur de chaque pays. Donc tout le circuit, location de voiture s'il y avait voiture, le train, le bus, voilà. Et tout ça, donc on l'avait organisé. J'avais réservé tous les hôtels, pardon, parce que j'avais pas envie de pas savoir où on dormait. En fait, je voulais vraiment savoir. Voilà. On arrive là, on sait où on dort, quoi. Donc du coup, voilà, tout ça c'était organisé. Les locations de voiture, les visas, tout ça c'était bon pour que vraiment quand on arrive dans le pays, on n'ait pas de contraintes à penser à ça, tu vois. Voilà. Donc en gros, tout était booké un an avant la fin, quoi. D'accord. Ouais, mais tout était modifiable. D'ailleurs, on a dû modifier. Par exemple, quand on est arrivé sur Bali, on devait aller sur les îles Gili. Et là, on a eu un tremblement de terre, en fait, quand on a traversé, voilà, avec le bateau, le ferry. Donc là, voilà, là, par exemple, la destination, elle a été complètement modifiée parce on n'est pas du tout allé sur les îles. On est revenu sur Bali, on est resté proche de l'aéroport. Parce qu'à tout moment, voilà, on avait peur qu'on nous évacue ou quoi. Donc voilà, donc tout était modifiable, mais
Mais tout était D'accord. quand même prévu, ouais. Et comment est-ce que vous avez choisi les destinations? Ah ben là, c'était au coup de cœur. En fait, on a ouvert le planisphère et on a dit, bon, qui veut aller où? Voilà, donc... Et du coup, ta fille, ton aînée, c'est Lola ou... Oui, c'est Lola. Donc Lola, elle voulait absolument aller à Rio, Ah ouais. au Brésil. Ouais, je pense que D'accord. c'est par rapport au dessin animé, tu sais, Blue, là, Ah le petit oui, film, d'accord. hein, le petit perroquet, là. Jules voulait passer 1 mois en Polynésie française, c'était hors de question de négocier. Et moi, je voulais absolument voir l'opéra de Sydney. Donc, du coup, ouais, après, d'accord. on a fait, voilà, on a Ok. fait au coup de cœur, quoi. Ouais. Si tu devais retenir un moment, pas forcément un endroit, mais genre un moment, un truc incroyable qui vous est arrivé pendant ce tour de monde, ce serait quoi? Alors, un truc angoissant, ce serait le tremblement de terre qu'on a vécu Ouais, sur j'imagine. Bali, là. Parce qu'il y a quand même eu 800 morts Vache, d'accord. quand on c'était sur l'île de Lombok en août 2018, là. Donc là, c'était un événement angoissant, on va dire. Et après, un événement plutôt fun et heureux, ce serait quand on est allé à Las Vegas, on s'est remariés. Et donc, du coup, Lola était là. Donc, c'était un peu marrant, tu vois, voilà. Bah ouais, c'est clair. C'était un peu drôle, ça, ouais. Ouais. Mais après, il y a tellement eu de moments. Bah oui, non, mais bien sûr. Toutes les destinations étaient chouettes. Donc, il y a nos parents qui nous ont rejoints aussi. Donc, il y a eu ces moments-là en famille. Ouais, des moments hyper riches, j'imagine. Ouais. Alors, je comprends bien que donc, pendant 10 ans, vous avez retapé des maisons, revendu des maisons pour financer ce voyage. C'est indiscret de demander c'est quoi le genre de budget en fait qu'il faut prévoir pour un voyage pareil? Alors, nous, on a fait donc 18 destinations en 12 mois. On a fait aussi beaucoup l'Océanie, donc Australie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Nouvelle-Zélande et Hawaï, je l'ai inclus aussi un peu dans l'Océanie. Donc là, ces destinations-là, ça plombe beaucoup le budget quand même. C'est des destinations chères? Ouais, c'est des destinations chères. Il faut compter 17 000 € par personne. D'accord. En tout cas, nous, c'est en 2018, c'est ça que vous avez... Voilà. D'accord. C'est le budget qu'on a alloué à ça, sachant que, alors on n'était ni chez l'habitant au niveau des logements, c'est-à-dire qu'on était toujours en hôtel, mais on n'était pas non plus à l'Intercontinental, quoi. Donc on était vraiment dans la tranche moyenne. Et après, ça comprend aussi le billet d'avion? Ça comprend tout, ouais. Billet d'avion, voiture, train, excursion, alimentation, tout, voilà. Donc, de toute façon, pour faire simple, nous, on avait un budget de 40 € pour dormir et 40 € pour manger, donc pour une famille de 3 personnes. Sachant que dans certains pays, 40 € pour dormir, c'est très peu. Et dans d'autres pays, t'es large, quoi. Tu peux dormir pour 9 €. En Asie, on a dormi dans des hôtels vraiment très, très bien, pour 9 € la nuit avec petit déjeuner pour 3 personnes, quoi. Ouais, d'accord. Faut vraiment, donc, du voilà. coup, ça nous, fait une moyenne. Oui. On a vraiment essayé en Asie de baisser beaucoup le budget et de vraiment faire à la locale, quoi, pour essayer de compenser avec, par exemple, les États-Unis ou l'Australie ou même parfois l'Amérique du Sud où dans certaines destinations c'était un peu cher, tu vois. Le Costa Rica, par exemple, c'était un pays où ça nous a vraiment coûté cher, quoi. D'accord. Vous avez fini par quoi comme destination? On a fini par le Brésil. On a commencé par le Sri Lanka et on a fini par le Brésil. Ok. Donc ta fille devait être hyper contente. Ouais. Comment est-ce que justement, tu saurais décrire en quoi ta famille elle a changé entre le Sri Lanka et le Brésil? À 12 mois d'intervalle, ta fille, j'imagine que tu as dû la voir se métamorphoser en un an. Ah ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est bizarre parce que c'est pas pendant le voyage qu'elle a changé. Parce que pendant le voyage, il y a des contraintes aussi, beaucoup pendant un tour du monde. On a tendance à beaucoup l'oublier et à beaucoup voir que le côté positif. Parce qu'au final, il y a que le côté positif qui ressort. Mais quand même, pour l'avoir vécu toute une année, déjà, t'es fatigué, t'as la fatigue quand même. Parce que tous les 3 à 4 nuits, tu changes de destination. Donc, t'as quand même tes 60 kilos de valises à porter, tes sacs à dos, t'as quand même le CNED aussi, donc le côté scolaire à faire. Est-ce que j'allais te demander, elle était obligée de continuer l'éducation? Oui, ouais, tout à fait. Il n'y a pas d'année sabbatique pour les enfants? Non, nous on a fait le choix de continuer l'école, tu vois, mais après c'était pas obligatoire? Non, on a rencontré plein de familles qui n'ont pas fait d'école. Donc je veux dire, c'était pas du tout une obligation. Mais nous par contre niveau scolaire, on a fait que le français et les mathématiques. Après tout ce qui était anglais, Lola, là maintenant je m'aperçois par exemple qu'elle a un très bon accent, alors que elle a jamais parlé anglais couramment, tu vois, mais elle a un très bon accent en anglais. Et après aussi niveau géographie, moi j'avais pris un cahier avec moi et j'avais imprimé des cartes des pays. Et là c'est vrai que je vois qu'elle est niveau repérage dans l'espace, elle est
voilà, elle connaît ses continents, elle connaît les océans. Connaît les capitales. Voilà, non, c'est pas la capitale du Brésil d'ailleurs. J'allais dire une bêtise. Ouais. Mais bon, voilà, elle connaît elle connaît par exemple quel pays est plutôt axé sur la pêche, quel pays est plutôt axé sur l'agriculture. Voilà, le Pérou par exemple, elle va te dire oui, dans les montagnes du Pérou, elle sait très bien ce qu'ils cultivent, est-ce qu'ils font, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud. Voilà, donc tout ça. Mais après, par contre, je pense qu'elle a beaucoup changé maintenant, tu vois, avec le recul. 2 à 3 années après ce tour du monde, tu vois que maintenant, oui, c'est ancré en elle et que elle a changé sur sa façon de consommer, sur sur l'environnement, tu vois, les plastiques, tout ça, ça nous a beaucoup marqué. Ah ouais, comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a fait évoluer là-dessus? Quand on est allé en Asie, le plastique. En plus, c'était la première fois nous qu'on allait sur ce continent-là. On n'avait jamais fait l'Asie avant. Et quand on est arrivé en Asie, waouh, le plastique, au bout de 4 mois à vivre en Asie, oui, on s'est aperçu de la saleté en fait qu'il y avait sur ce continent. Enfin, c'est notre ressenti à nous, mais sur vraiment, voilà, les gens n'ont pas du tout de conscience comme nous écologique. Bon, parce qu'ils peuvent pas, je pense. Ils ont du retard sur ça. Mais pourquoi? Parce que les gens jettent ou enfin, c'est quoi qui t'a choqué? Ouais. Ils jettent, par exemple, en Thaïlande, pour ne citer que la Thaïlande, mais en Thaïlande, les offrandes qu'ils font, donc tous les Thaïlandais font des offrandes à la mer. Donc en fait, tous les soirs sur le bord de la plage, oui, c'est joli, on pose des coupelles avec des bougies et des choses, mais tout ça, ça va où? Toutes ces coupelles en plastique, tu vois. Donc tout ça, oui, c'est sûr, le matin, il n'y a plus rien, la mer a tout emporté, mais... Enfin voilà, donc ça, et puis tu vas t'arrêter dans une petite boutique pour prendre une boisson, ben c'est un gobelet avec une paille dans un sac en plastique, plus dans un truc, machin. Et en fait, du plastique, tu vois. Ouais, d'accord. Et ça a beaucoup changé notre façon de voir notre consommation de plastique. Ça a changé ma façon de faire et de consommer. Ok, et tu sens donc que ça fait évoluer ta petite fille aussi? Ah oui, elle aussi, je trouve qu'elle a pris conscience et que maintenant, elle fait attention quand elle achète quelque chose, elle tape pour voir si c'est du plastique, du verre. Et si elle n'a pas besoin de l'acheter, elle n'achète pas, quoi. Ouais. Je vois qu'elle fait attention, ouais. Et alors justement, donc quand vous êtes rentrés, il y a eu cette prise de conscience collective, familiale, par rapport à l'état de la planète ou par rapport à... Ouais. Tu peux me parler un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Alors déjà, faut savoir que nous, moi en tout cas, à la fin du tour du monde, moi et Lola, parce que mon mari, moi, on avait hâte de rentrer quand même, tu vois. Ouais. Ben, hâte de rentrer parce que justement, c'est fatigant dans le sens où tu cours toujours, tu changes toujours de monnaie, de langue, de façon de penser, de façon de religion, donc en fait ton cerveau est constamment en train de devoir s'adapter tout le temps. Donc à force c'est fatigant et puis tu sais jamais où tu vas dormir, comment ça va être. Alors des fois t'arrives et tu te dis waouh super, et puis des fois tu te dis bon allez c'est que 3 nuits, dans 3 nuits on est parti, tu vois. Vous avez eu des mauvaises surprises? Ouais, des fois on a eu ça, c'est pas arrivé souvent sur les 365 nuits qu'on a fait, c'est vraiment pas arrivé souvent. Mais parfois, oui, dans des genres éco-lodge, un petit peu dans la forêt. Bon, ben là, tu te dis... quand tu te couches, t'as un peu peur, tu vois. Et puis bon, tu te dois de montrer que t'es fort parce que Lola, elle a très peur, tu vois. Et toi aussi, t'as très peur, mais bon, voilà. Donc à la fin, en fait, tu languis aussi de rentrer chez toi. Ouais, voilà, le confort. Bien qu'en rentrant, tu te dis, ouais, mais en fait, mes placards débordent de choses qui ne servent à rien. Donc ça te change. Ça t'a choqué ça quand t'es rentrée chez toi? Oui, ça m'a choqué. Rien que d'ouvrir mon tiroir à couvert et de voir comment il était rempli, tu vois. Ah ouais. Et alors pareil, tu vois, parallèlement, c'est bizarre parce que donc on a vécu avec nos 3 valises pendant 1 an. Donc à la fin, t'en peux plus en fait de tes 3 valises parce que tu vis toujours qu'avec tes mêmes habits, tout ça. Et en fait, tu te dis mais je languis mon dressing, mon placard, mes chaussures. Et en fait, quand je suis rentrée, mais pendant au moins 2 semaines, je me suis rhabillée qu'avec les habits qui étaient dans ma valise en fait. Je suis même pas allée mettre mes affaires, ces affaires superficielles, en fait, t'es déconnecté de tout ça, en fait, tu vois. Ouais. Bon, après, t'y reviens, de toute façon. T'y reviens au confort et tout. Malgré toi? Ouais, t'y reviens. T'as essayé de résister? Oui. Et quand même, tu vois, on a changé. Parce que, par exemple, là, après, dans l'expatriation, ça nous a aidés. Parce qu'il a fallu faire un tri, il a fallu choisir seulement les affaires essentielles. Donc on est parti avec 46 cartons, donc toute notre vie dans 46 cartons, tu vois. Et quand même le tour du monde nous a aidés parce que tu te dis oui, tout ça t'en as pas besoin en fait.
Et alors, à quoi est-ce que tu t'attaches finalement? Enfin, tu vois, parce qu'en fait, il y a une énorme prise de conscience sur le matériel, donc sur les choses, quoi. Ouais. À quoi est-ce que tu t'attaches? On va revenir au pourquoi de votre déménagement dans un instant, mais tu vois, si tu devais, tu sais, comme ils font dans les films, faire un go bag, c'est quoi ton go bag? Tu mets quoi dans ton go bag à part le passeport? Alors voilà, j'allais dire, tu vois, le passeport. Et après, en fait, par exemple, moi, ce que j'ai pris, c'est tout ce qui est pour pouvoir cuisiner, par exemple. Pour pouvoir être, on va dire, un peu autonome au côté, pour pas aller tout le temps acheter des choses industrielles. Donc, pouvoir faire tes gâteaux, tout ça. Donc ça, pour moi, c'était essentiel dans l'expatriation. Mais après, en fait, on a pris que tout ce qui était professionnel, en fait. Tu vois, on a pris les outils de mon mari pour pouvoir travailler. L'essentiel pour pouvoir travailler, en fait. Mais après, on a pris des jeux de société pour pouvoir s'amuser. Parce qu'il faut savoir que là, nous, ici, on n'a pas de télévision, par exemple. Parce que c'était un choix aussi, tu vois. C'est quoi votre choix? Comment t'expliques cette décision? Notre envie de partir, tu vois, et de s'expatrier, c'était vraiment avoir envie de vivre au bout du monde et aussi de pouvoir être un peu coupé du monde quand on en avait envie. Et en fait, la télévision te ramène toujours aux informations, te ramène toujours, par exemple, bon là, on est en plein dans le Covid, tu vois. Et du coup, tout ça, c'est anxiogène, en fait, et ça ton cerveau ne pense qu'à ça. Donc là, moi, par contre, je suis pas du tout coupée dans les informations dans le sens où tous les jours, je vais acheter mon journal. Tu vois, donc je sais très bien ce qui se passe dans le monde, je sais très bien ce qui se passe en Afghanistan, donc à l'autre bout du monde, voilà. Tu le subis pas comme à la télé où tu restes happé. Ça. Et en fait, ce qu'il y a, la seule chose, c'est que j'ai l'information à portée de main dans mon journal, mais si j'ai pas envie de la lire maintenant, je la lis pas en fait, tu vois. Si là, je suis en train de jouer ou si on est en train de dîner ou quoi, alors que les informations, je me suis aperçue que c'est à telle heure, tel jour, enfin tous les soirs à telle heure. Du coup, en fait, t'es attiré par ça et hop, tu arrêtes ce que t'es en train de faire en famille pour aller dans les informations. Et du coup, après, t'as vu, il y a eu 300 décès dans le Covid, dans tel pays ils ferment les frontières, dans tel pays ils font ça. Et en fait, tout ça, après, ça vient dans ta vie de tous les jours, tu vois. Donc ça, c'est aussi une façon d'avoir coupé l'information, c'est bien aussi, tu vois. Quand tu dis que vous avez décidé de partir pour pouvoir couper quand c'est nécessaire, vous avez voulu aussi partir dans votre démarche de lutte contre la surconsommation, c'est ça? Ouais. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé dans ma tête? Comment est-ce que tu as d'une idée à nouveau, comment est-ce que vous êtes arrivé à franchir le pas? Et comment est-ce que en fait ce départ vous aide dans cette lutte justement? Alors là, c'est vrai que nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le fait d'avoir fait ce tour du monde, d'avoir pris conscience de l'impact de l'être humain sur la planète, sur l'environnement, hein. Et aussi sur tout ce qui vient te parasiter dans ta vie familiale. Donc ça peut être les informations anxiogènes, mais ça peut être aussi parfois les amis ou les... C'est vrai, ça a un côté aussi, je trouve, t'es dans ton cocon familial et parfois on vient te parasiter par une information ou par la famille, les amis qui viennent te donner des informations que toi, en fait, des fois ça te concerne même pas. Mais du coup, ça va rentrer dans ce que t'es en train de faire, tu vois, dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, donc on avait besoin de couper, de se ressourcer que tous les quatre. Ouais. Donc là, c'est ça qui était aussi bien. Et le fait de pouvoir franchir le cap, alors ça a été sans nul doute le tour du monde et le fait d'avoir vécu une année entière seul. Ça, on a dit c'est bon, on peut le faire, on sait le faire, on a les capacités de le faire. Ça faisait plus peur. Quoi. Voilà. Et après, il y a eu le Covid qui a aussi accéléré les choses dans le sens où on a été confinés. Moi, j'étais enceinte quand on a été confinés, donc je voyais pas du tout ma grossesse comme ça. C'était mon dernier trimestre en plus, donc le dernier trimestre où c'est plutôt fun, où tu peux prendre des photos avec la famille ou avec le papa, tout ça. Donc ça, voilà, ça a été complètement arrêté, tu vois. Et après, voilà, il y a eu, tout ce Covid, ça a quand même accéléré les choses de se dire, bon allez, on lâche tout et on s'en va, quoi. D'accord. Non, parce que ça aurait pu vous mettre un frein, de se dire, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oh là là, ok, moi le Covid, ça me rappelle que je vois pas assez ma famille, que j'ai envie d'être plus proche d'eux, que machin. Enfin, tu vois, ça aurait pu en fait aussi être la tangente inverse, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, nous, on a pris conscience qu'on n'avait qu'une vie. De toute façon, on le savait déjà, tu vois, et on s'est dit, bon, alors attends, parce que dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Donc nous, on avait ce gros truc de dire on veut faire un tour du monde, donc ça a été réalisé, on a fait le tour du monde, on est rentré du tour du monde, on s'est dit bon maintenant nouveau challenge. Eh ben c'est bizarre, mais nous notre truc ça a été de se dire ben maintenant peut-être qu'on peut faire un autre enfant, donc on a dit on essaye et ça a marché, on a agrandi la famille
Et après ça, on s'est dit, bon, maintenant, on rêve de s'expatrier sous les cocotiers dans les îles, tu vois. Et du coup, on a dit, allez hop, nouveau challenge, la vie est trop morose en France. Alors oui, ça demande des sacrifices parce que on a dû partir. Et du coup, avec le Covid, ça a fait prendre aux gens simplement prendre conscience qu'ils étaient mortels, en fait. Parce que la mort, ça a toujours été là. C'est juste que là, les gens, ils ont pris conscience que, ah, mais en fait, on n'est pas immortel. Ben non, on n'est pas immortel, mais... Donc voilà, on a dit, tant pis, on le fait. Et même si c'est pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sait pas, ou toute la vie peut-être. Mais on s'est dit, allez, on le fait, et la famille viendra nous voir, et on leur fera partager tout ce qu'on vit ici, en espérant qu'ils prennent aussi conscience que peut-être que l'information est déformée parfois, et que c'est bien aussi des fois de couper et de se rappeler ce qui est essentiel en fait. Et alors, comment est-ce que vous avez choisi la destination de Tahiti ? Vous y étiez allé quand vous aviez fait votre mois en Polynésie ? Ouais, en fait, si tu veux, nous déjà, on était venus ici en voyage de noces. Ah d'accord, donc c'est une histoire qui date pas d'hier quand même, la Tahiti. Oui. Donc on était venus ici en voyage de noces parce qu'on s'était dit, on va au plus loin, au plus beau, là où peut-être on remettra jamais les pieds. On avait beaucoup aimé la Polynésie, malgré le fait qu'on avait pris quand même un très gros ouragan, donc... on était limite placés dans les bunkers à Bora Bora, tu vois. Dur, ok. Ouais. Mais on avait quand même beaucoup aimé. Et quand on est revenu en tour du monde, en fait, on a fait le tour du monde aussi en se disant, l'idée c'est de voir un peu tous les pays, enfin un peu tous les pays, voilà, un peu tous les continents, on va dire, pour se dire où on va. Et on avait quand même envie de revenir ici, donc on est revenu en Polynésie. Et là, on a dit oui, en fait, la Polynésie c'est le plus beau pour nous, hein. Le plus beau, les gens sont souriants, c'est propre par rapport au fait, comme je te disais, qu'on avait vu l'Asie et que ça nous avait pas trop plu niveau hygiène, quoi. C'est propre, les gens sont tournés vers la mer et nous on est très sudistes, tu vois, quand même, on est très méditerranéens, donc voilà. Et du coup, on a dit, allez hop, c'est ici qu'on veut vivre, quoi. C'est francophone aussi, donc ça nous a aidé aussi dans le choix. Pour ta fille, enfin pour ton aîné, j'imagine. C'est ça. C'était aussi un facteur. D'accord. C'était plus facile et aussi pour pouvoir travailler, mine de rien. Justement, comment est-ce que on prépare cette expatriation ? Donc, t'as une première phase de tri où tu t'allèges, ça j'ai compris. Voilà, c'est ça. Et d'un point de vue administratif, il y a des choses à mettre en place pour s'expatrier à Tahiti ? Alors, malgré le fait que ce soit la Polynésie française, en fait, c'est comme une expatriation aux États-Unis, au Canada. Voilà. Il y a pas. En fait, c'est vraiment un pays qui est géré indépendamment, quoi, de la France. Hein. Donc en fait, tu perds tout ce qui est CPAM, Pôle emploi si jamais tu es au chômage. Donc nous, de toute façon, on était salariés, donc on a dû mettre fin à notre contrat. Et Jules a fermé son entreprise, donc voilà. Niveau scolaire, c'est pareil, donc il faut faire changer les enfants, les réinscrire ici. Voilà, c'est vraiment une galère quand même niveau administratif. Faut vraiment bien préparer. Mais t'as pas de visa. T'as pas de visa par contre. Ouais, non, parce que tu dis, comme tu disais, c'est comme les États-Unis ou le Canada. Enfin, voilà. Il y a du taf, mais c'est un petit peu plus facile du fait que ce soit la Polynésie française. Voilà, ouais, c'est ça. La seule chose, voilà, c'est ça, c'est que t'as pas de visa à demander. Donc du coup, une fois que tu as purgé ta maison à côté de Sète, que vous avez quitté votre job, que vos papiers sont à peu près en ordre. C'est quoi du coup la suite ? Comment est-ce que ça se passe le grand saut ? Est-ce que vous cherchez des jobs avant de partir ? Et comment est-ce que vous envisagez du coup votre vie loin de la surconsommation ? Déjà, il faut prendre 4 billets d'avion aller simple. Donc déjà, tu vois, voilà. Petit budget. Voilà, c'est ça. Après, on a envoyé toutes nos affaires par un container maritime. Donc ça, on l'a fait partir 2 mois avant avant notre départ à nous. Donc déjà, une fois que tu envoies toutes tes affaires essentielles, puisque là, tu as fait partir vraiment ce que toi, tu veux garder. Donc là, tu te retrouves plus que dans une espèce de Airbnb, mais en fait, c'est chez toi, tu vois, où il n'y a plus rien, en fait, voilà. Donc nous, on n'a pas fait venir les meubles, par contre,
On s'est dit ici sur Tahiti, ils louent beaucoup de maisons meublées parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, des profs ou des soignants, donc tout est meublé en fait. Donc une fois que tu as fait ça, nous on a fait un grand vide-grenier chez nous, donc on a ouvert notre garage et on a vendu tout ce qu'on n'avait plus besoin, donc vélo, ski, roller, tout ce qu'on n'avait pas emporté en fait, des outils, voilà, des habits. Et après, il faut monter dans cet avion, dire au revoir à ses proches. Alors, par contre, comme on avait déjà vécu ça pour le tour du monde, où quand même on avait une date de départ, une date de retour, là, bizarrement, ça a été plus facile pour nous de partir parce qu'on avait l'impression de le refaire en fait. Sauf que là, pour le coup, on n'avait pas de billet de retour par contre. Et puis partir en temps de Covid, en plus, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir te voir. Ouais. C'est ça. Bon après, quand on a dit on s'en va, j'ai pris mes billets d'avion, c'était en septembre, j'ai pris mes billets d'avion, septembre 2020 pour le juin 2021. Et quand j'ai pris mes billets d'avion, ma mère elle a acheté ses billets d'avion. Donc déjà je savais qu'elle venait pour Noël, donc voilà. Mon oncle il a pris les billets d'avion, donc du coup toute la famille a pris les billets d'avion. Donc quand on leur a dit au revoir, on savait que là dans 6 mois on allait les voir quoi. Donc ça a été plus facile. Et après il y a aussi le fait que tu le prépares pendant... Nous, on l'a préparé, par exemple, pendant 9 mois. Et à la fin, t'en as marre, en fait. Tu languis de partir. Parce que t'as plus de boulot, parce que t'as arrêté ton contrat de travail. Donc, moi, j'ai arrêté 1 mois avant de partir. Donc, t'as plus de boulot. T'as fait tout partir. Donc, t'as plus d'affaires qui sont vraiment essentielles pour toi. Donc, du coup, tu galères un peu. Et puis, bon, voilà, il faut partir, quoi. À la fin, c'est comme un pansement, tu vois, il faut l'arracher, quoi. Faut partir parce que chaque jour qui passe, c'est le dernier. Donc, tu dis au revoir à des gens. Et à la fin, ça devient difficile, tu vois. Et vos familles, ils ont vécu comment le fait que vous leur disiez, ok, bon, on a fait un tour du monde, c'était sympa, mais finalement, en fait, on aimerait bien partir pour de bon. Salut. Ouais. Ça a été dur. Ouais. Ils s'y attendaient ou pas du tout? Oui, ils s'y attendaient parce que quand on est revenu, on a dit bon, c'est sûr, on sait ce qu'on veut faire, c'est partir en Polynésie. D'accord. Et comme quand on est revenu, Lola avait 11 ans, puisqu'on est parti le jour de ses 10 ans, donc elle est rentrée en 6e. Et du coup, on a dit aussi par rapport à Lola, il faut pas partir quand elle aura 18 ans. Enfin, il faut aussi qu'elle puisse s'intégrer socialement et avoir des amis dans le pays où on ira. Donc nous, on savait que c'était en Polynésie. Donc il faut que pour elle, ce soit aussi pas trop difficile, quoi. Donc ils savaient que l'échéance était quand même proche. Assez proche. Donc après, moi, je suis tombée enceinte. Donc là, ma mère, elle s'est dit, oh ben alors là, super. Ils ont changé d'avis. Jamais elle partira. Donc et non, je lui ai dit non, je vais partir quand même. Et là, pandémie mondiale. Alors là, elle s'est dit, bah là, c'est bon. Alors là, c'est bon, on peut pas faire mieux, tu vois. Et non, au contraire, ça a accéléré le truc de se dire, oh là là, on n'en peut plus. Les gens ont trop d'opinions sur tout, ils veulent trop te convaincre que leur opinion est la meilleure, tu vois. Voilà, la meilleure façon de voir la vie, c'est ce qu'ils disent eux, mais non, les gens ont le droit d'avoir un avis différent du tien. Tout à fait. Donc voilà. Donc du coup, ça nous a accéléré. Kali est née au mois de mai. Et ben en août, on a acheté les billets, quoi. Parce que mais moi, je serais venue accoucher en Polynésie. Si t'avais pu, quoi. Tu vois. Ah ouais, si j'avais pu, je serais partie avant, quoi, tu vois. D'accord. Mais c'était pas possible, quoi. Et puis après, elle était petitoune, donc voilà. Mais elle est née au mois de mai et au mois d'août, on a acheté les billets en se disant voilà, elle aura 1 an et on s'en va, quoi. Ce fameux jour de mai, c'est le grand jour, le grand départ. Est-ce que tu te souviens de cette journée, la journée du grand départ? Ah oui, je m'en souviens. Donc ils sont venus nous chercher à la maison, donc parce qu'on a une petite maison, du coup, on a gardé un petit F3. Donc ils sont venus nous chercher à la maison, on avait nos valises. En fait, c'était le rush, tu vois, parce qu'il fallait finir de tout nettoyer, que tout soit propre pour que mon locataire rentre dans une maison toute proche. Et en fait, t'étais mélangé entre l'excitation de te dire tu t'en vas, et d'un autre côté, toutes les contraintes encore de dire attends, il faut finir ça. Donc ils nous ont emmenés à l'aéroport. On a enregistré nos 1 million de bagages qu'on avait là. Ah oui, d'accord, 46 cartons, mais 1 million de bagages. Ok, d'accord, j'ai compris, ouais. 7 valises, une poussette, un siège auto, ouais, c'est pas mal, un bébé qui marchait pas, tu vois. Ouais. Voilà, donc on avait tout ça, voilà. Et là, c'était vraiment nos habits qu'on n'avait pas envoyés dans le container, en fait. Nos habits, des affaires pour Kali de première nécessité, quoi. Voilà, tout ce qu'on avait besoin, des savons, des trucs, des shampoings qu'on avait pris, quoi. Mais ça fait beaucoup d'affaires, mine de rien. Et quand on est parti, donc on a dit bon allez ça y est, il faut qu'on s'en aille. Hop, on a passé les contrôles de sécurité. Tiens, on s'en va. On a bien pleuré.
Et là, une fois qu'on était passé, le téléphone faisait que sonner. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font que nous appeler? Et là, ils nous appelaient pour nous dire qu'on avait oublié une valise dans la voiture. Donc en fait, le départ, il a été tellement stressant. La course, tu vois, qu'on n'a pas eu le temps de penser. Même eux, ils n'ont pas eu le temps de penser parce qu'ils ont dit, mon Dieu, ils ont oublié une valise. Ouais, voilà. Vite, ça a été la course, vite. Et là, on est monté dans l'avion, on a décollé pour Paris parce qu'on a fait une nuit à Paris. Et en fait, là, c'était quand même le soulagement de se dire, ça y est, parce que t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Vraiment, t'as l'impression que t'arriveras jamais à vider ta maison, qu'il y aura tout le temps des choses à vendre, tout le temps des choses à jeter, que tes affaires, elles sont sur un bateau, que tu vas jamais les récupérer, que ce jour, il va jamais arriver. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, tu vois, vraiment le truc de dire, ça arrivera jamais. Et quand ça y est, tu pars, donc déjà, quand même, t'as la notion de te dire, t'as un voyage de 24 heures qui t'attend, tu vois, très très long. Donc, t'appréhendes ce temps-là. Et en plus, il y avait le Covid. Donc, avec le Covid, ça veut dire que quand on est arrivé, on a dû prendre un transport sanitaire, on a dû faire des tests PCR, on a dû être séparés parce que nous, on était en quarantaine normalement avec Lola qui avait pas été vaccinée. Donc, Jules partait, lui, sur Papeete pour avoir le temps d'aller chercher une voiture, ouvrir un compte en banque, aller faire des courses parce qu'on n'avait rien. Enfin, tout ça, tu vois, c'est stressant, là les 15 premiers jours. Tu vis pas sereinement, quoi. Ouais, je comprends. D'accord. Et puis après, il faut trouver une voiture, il faut, tu vois, il y a beaucoup de choses quand même. Là, maintenant, on commence, au bout de 2 mois, ça y est, donc là, ça fait 3 mois qu'on est là, ça va beaucoup mieux. Mais les 2 premiers mois, c'est la course. C'est la course, voilà. C'est l'installation, c'est... Ouais, t'as pas trop le temps de bien vivre ton truc, tu vois. Et en plus, au bout de 2 mois, on te confine. Ouh! Ouais, la surprise générale. Enfin, vous l'avez vu venir, Vous l'avez senti venir ou pas du tout? Oui, on l'a senti venir, mais comme on avait quand même été beaucoup coupé de l'information, on va dire, et puis tu vis autre chose, tu t'en vas, tu te dis, toi dans ta tête, ça y est, c'est les vacances, en fait, il fait beau, il y a les palmiers, même si tu dois mettre le masque, te continuer à te laver les mains, les distanciations sociales, tout ça, tu l'as, hein, parce que Lola, elle est rentrée au collège, il y avait encore beaucoup de protocoles et tout, donc tu l'as pas complètement oublié, mais pour toi, ça y est, c'est loin, quoi. Et puis ici, en Polynésie, ça n'avait pas été vraiment frappé par la première vague. Et là, la deuxième vague, le variant, là, c'est vraiment dur, tu vois, pour eux. Les gens sont assez peu vaccinés Alors, ils étaient très peu vaccinés. Donc nous, quand on est arrivé en Polynésie, il n'y avait que 30% de la population qui avait été vaccinée. Là, maintenant, on est à 50%, tu vois. Donc tu vois que ça s'accélère. Ça progresse vite quand même en 3 mois. Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'accélère beaucoup. Et puis ici, ils ont beaucoup de comorbidités, notamment tout ce qui est obésité. Malheureusement, ils sont beaucoup touchés par ça. Puis il y a du diabète et tout, donc ils ont beaucoup quand même de décès. Facteur de risque. Puis la Polynésie, c'est petit en termes d'habitants, donc en fait tout le monde se connaît. Donc je croise des gens qui dans la semaine ont eu 8 décès de personnes qu'ils connaissent, tu vois, alors que nous en métropole, ben on te dit le Covid, mais en fin de compte c'est des gens qui habitent très loin, tu les connais pas, c'est à la télé, t'as presque pas la notion, tu te dis non mais ça n'existe pas, le Covid. Moi, personne est mort autour de moi, oui, mais ici, c'est ramené à l'échelle, une échelle très petite, tu vois, donc... T'as une idée de combien d'habitants il y a à Tahiti? Alors, à Tahiti, je ne sais pas, mais je sais, tu vois, pour te faire voir que je suis une sudiste, j'ai regardé combien il y avait d'habitants sur Papeete, donc la capitale, et il y en a moins qu'à Sète, ma petite ville. Ah ouais, d'accord. Tu vois, où je vis, donc voilà, donc il y a moins d'habitants... Donc c'est sûr que tout le monde se connaît, c'est un petit village en fait. Ouais. Tout le monde se connaît, ouais. Intéressant. Du coup, là, c'est quoi ton bilan à 3 mois? Ça fait 3 mois que vous êtes là. Est-ce que tu penses que vous avez fait le bon choix? Comment est-ce que chaque personne de la famille se sent dans cette nouvelle vie? Alors, je dirais que papa et maman se sentent très très bien et ne regrettent pas du tout... d'avoir fait ce choix-là, sachant quand même qu'on a des interrogations parce que nous, on vit pas la Polynésie dans le cadre d'une mutation professionnelle. Beaucoup de gens que tu rencontres ici, c'est dans ce cadre-là. Et donc, c'est une expatriation maîtrisée, on va dire, parce que c'est sûr que si t'arrives et que t'as un boulot, déjà, ça fait moins peur. Donc, nous, on a beaucoup encore d'interrogations sur comment ça va se passer, puisque là, en fait, on a commencé à...
Donc mon mari a monté une entreprise dans la rénovation intérieure. Et paf, on a eu le Covid qui est arrivé et le confinement qui est arrivé, tu vois. Donc il a pas pu démarcher tout ça comme il voulait. Donc là on le fait beaucoup par les réseaux sociaux puisqu'ici ça marche beaucoup, Facebook. C'est beaucoup Facebook ici. Donc on a fait ça. Mais on a toujours le truc de se dire, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va bien partir et nous permettre de voir plus loin, tu vois. D'accord. Voilà. Puisqu'en fait, l'idée, nous, c'est vraiment que Jus fasse donc toute la partie technique, tous les travaux et tout, et moi, je m'occupe de toute la partie administrative et commerciale. Et comme ça, j'ai le temps aussi de m'occuper de Kali, qui est encore un petit bébé, tu vois. Donc, il faut voir, voilà, dans le long terme, si ça va fonctionner. Mais sinon, nous, on resterait vivre ici pour 10 ans, tu vois. Ouais, vous êtes voilà. bien, quoi. Ouais, on est bien. Et Lola, je pense que Lola, ça a été dur de partir parce que c'est un enfant et que c'est une ado. Moi, je pense qu'en tant qu'ado, si on m'avait dit il faut que tu partes à l'autre bout du monde, j'aurais jamais accepté, tu vois. Je pense que j'aurais beaucoup râlé, ça m'aurait fait très peur. Mais elle, le tour du monde, ça l'a beaucoup aidé aussi. Elle s'adapte très très vite. Par exemple, tu vois, elle est rentrée dans un nouveau collège. Elle a pris le bus pour la première fois. Et franchement, moi, elle m'espante, tu vois. Elle m'épate, quoi. M'espante, ça veut dire quoi? Elle t'étonne? Ouais. Elle m'épate. Ouais, elle m'épate. Elle va et ça lui fait pas peur. Elle prend le bus, elle parle à tout le monde. Il parle à tahitien avec un accent que toi tu comprends pas, mais c'est pas grave. Elle est là. Tout va bien, quoi, tu vois. Mais je pense qu'elle est heureuse de vivre ici parce que je le vois dans sa façon d'être de tous les jours. Je pense qu'elle est heureuse. Mais si tu lui dis demain on rentre, elle fait sa valise, elle rentre. Ouais, d'accord. Ouais. Donc pas encore d'énormes attaches, quoi. En gros, fait non. avec, mais elle est pas encore super conquise. Non. Tu lui dis on rentre, elle rentre, quoi. Ouais. Elle est pas voilà, ça lui plaît, elle fait du surf, quand on peut. Elle fait du surf, elle va à l'école, elle s'est fait des amis, elle voit bien que la vie ici est facile, tu vois, on va à la plage, tout ça. Elle profite aussi beaucoup de sa petite sœur aussi quand même. Mais si tu lui dis demain on rentre, elle rentre. Voilà. Il y a pas de problème pour elle. J'allais te poser une question. C'est quoi la vie avec les locaux? Tu vois, il y a, selon les lieux d'expatriation, je sais que c'est plus ou moins facile en fait de réussir. Alors, on peut bien s'entendre, mais pas forcément réussir à tisser des amitiés profondes. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, c'est peut-être un petit peu tôt, remarque, ça fait que 3 mois que vous êtes là, sachant que vous êtes déjà confinés. Mais je sais pas. Est-ce que vous avez réussi un petit peu à tisser des liens? Alors en fait, moi je trouve que les Polynésiens sont des gens très souriants et hyper avenants. C'est des gens, d'ailleurs, si tu leur dis pas bonjour, limite ils te regardent. C'est vraiment, il faut dire bonjour, comment tu vas. En plus ici, tout le monde se tutoie comme dans les îles, donc ça aide aussi beaucoup. Donc je trouve que de prime abord, les Polynésiens sont hyper sociables. Par contre, tu t'aperçois que ça reste quand même superficiel, tu vois. Tu t'aperçois que quand tu vas essayer de tisser des liens, c'est compliqué parce que je trouve que c'est des réponses fermées qui te donnent. Donc tu poses une question, par exemple, donc là, retourne pas, quoi. Ouais, le monsieur est en train de pêcher. Tu t'approches, Yaorana, qu'est-ce que tu pêches aujourd'hui? Donc, j'ai pêché 3 poissons. Point. Tu vois, il y a rien d'autre. Donc toi, tu continues, tu continues la conversation, mais en fait, vite la conversation s'arrête en fait. Ouais, tu vois, ça s'épuise, quoi. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, lui, il va pas te répondre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi ici? Ils font pas la conversation, quoi. Non, voilà. Donc du coup, en fait, c'est difficile, je trouve, pour tisser des liens. Et donc du coup, en fait, tu te retrouves à parler souvent avec des expats qui eux, au contraire, eux, ils te voient ou toi tu le vois. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, tu vas poser des questions. Tu viens souvent sur cette plage et tout, et du coup, la conversation est plus facile. Donc nous, on n'a pas vraiment envie de s'enfermer dans un cercle d'amis que d'expats, tu vois. On aimerait bien quand même arriver à tisser des liens avec des locaux. Mais voilà, c'est difficile. Tu sens que les conversations sont pas très... C'est toujours dans le même sens, quoi, tu vois. Ça s'arrête vite, quoi. Ouais. Ils ont peut-être des codes un peu différents aussi oui. De communication. C'est ça, avec les inconnus. Si
je ferme les yeux là. Est-ce que tu peux m'amener à Tahiti sur la presqu'île éventuellement du coup? Quelle est l'atmosphère en fait du lieu dans lequel tu vis? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais sentir? Qu'est-ce que je vais ressentir? Ça ressemble à quoi en fait? À quoi m'attendre? Alors, qu'est-ce que je vais entendre aussi? Alors, sur la presqu'île, de toute façon, comme sur toute l'île de Tahiti, si tu fermes les yeux, tu entends des coqs. Ah ouais? Ouais, des coqs partout, des poules, des chiens qui aboient. Tu vois, par exemple, là, j'entends un coq, toi tu l'entends pas, mais moi je l'entends. Des petits oiseaux, tout ça. Alors, sur la presqu'île, l'avantage, c'est que il n'y a pas beaucoup de voitures. Okay. Donc, du coup, tu vas pas entendre... tu vas avoir beaucoup de calme. Ce que tu peux entendre beaucoup, c'est des jeunes en vélo qui promènent et ils ont tous des espèces de boombox, là, c'est des grosses enceintes, tu vois, comme dans les années 90, là, sur l'épaule. Sauf qu'eux, ils écoutent des musiques qui tapent. Donc, du coup, ça, tu peux en croiser beaucoup. D'un coup, tu entends passer un vélo comme ça. Après, comme la presqu'île est assez petite, que tu sois côté mer ou côté montagne, tu vas entendre beaucoup les vagues. Mm-hmm. Moi, je suis côté montagne, donc il y a la route et la mer. Après, des maisons et la mer, j'entends beaucoup la mer. Je viens de taper sur Google Images presqu'île Tahiti, c'est à tomber par terre là où tu vis. Ouais, c'est beau. Et du coup, ici, c'est très tranquille, tu vois, tu vas avoir une route. Il y a qu'une route, c'est la route de ceinture, là. Tu prends la route et il y a des gens qui vendent des bananes, des papayes, du lait de coco, du poisson. Donc là, ils sont sur le bord de la route, tu peux t'arrêter, acheter des bananes pour 200, ça fait 2 euros, le gros tas de bananes, toutes petites et bien jaunes, là, que ma fille adore d'ailleurs, ma petite. Et après, tu peux monter au belvédère, par exemple, tu prends une route et tu montes, et là, tu vas croiser des vaches. Tu sais pas pourquoi il y a des vaches. Tu vois des vaches et quand tu arrives tout libre, en haut, sur la route, parqué dans des champs. Ah oui, quand même, d'accord. Et là, quand tu vas arriver tout en haut du belvédère, tu vas avoir une vue énorme sur Tahiti Nui, donc qui est la grande île de Tahiti, et sur tout le lagon. Donc d'un côté, tu auras le lagon, donc des grandes passes avec des grands lagons et du bleu turquoise. La mer se mélange au ciel, c'est magnifique. Et de l'autre côté, par contre, t'as pas du tout de lagon, donc t'as tout l'océan Pacifique et ça fait un petit peu plus des falaises, un peu comme aux Marquises. Voilà, c'est ça que tu peux voir quand tu viens chez moi. Incroyable, ça doit être assez dingue de se réveiller tous les matins dans un cadre pareil. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup quand on vit à Tahiti ça ressemble à quoi tes journées? Alors déjà, moi je trouve qu'ici on n'a pas du tout le même rythme de vie dans le sens où on vit vraiment avec le soleil. En tout cas, nous c'est ce qu'on fait. C'est comme à Hawaï, vous commencez très tôt? Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu vois, par exemple là ce matin on s'est levé, c'était même pas 6 heures. Parce que le soleil se lève, en fait, que t'as pas forcément des rideaux, des stores, des stores métalliques, voilà. Donc en fait, des rideaux occultants juste. Donc en fait, le soleil se lève. Donc de la nuit noire, tu passes, au grand soleil dans ta chambre, tu vois. Mm-hmm. Et puis de toute façon, le coq te rappelle qu'il est l'heure de se réveiller, tu vois. Donc voilà. Donc nous on se lève, on déjeune très tôt, et puis le matin il fait un peu frais, donc on fait un peu le jardin. Ça c'est bien aussi, tu vois, de pouvoir ramasser. Tu vas dans ton jardin, tu ramasses des papayes, des cocos, des bananes, tu ramasses un peu les feuilles. Et puis après, nous, souvent, on part à la plage. Voilà, on part à la plage le matin sur les coups de 9h, tu vois, vraiment très tôt. Parce que tu as déjà fait tout ce que tu voulais faire, donc tu pars sur la plage, tu vas surfer un peu avec ton bodyboard. Puis après, tu reviens à la maison, tu fais la grillade, parce que nous, on est très barbecue, tu vois. Donc, on fait la grillade. Et puis après, tu peux aller... Alors, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des wharepote. C'est des espèces d'abris, en fait, qui sont dans des parcs ou sur le bord de la plage. Tu vas, tu t'assois, tu regardes... La dernière fois, on est allé à Taotira, par exemple, et on s'est assis. Il y avait des dauphins. Il y avait peut-être une trentaine de dauphins dans la passe, là, qui étaient juste à côté de nous. Donc, on les voyait sauter, s'amuser, voilà. Tu regardes les gens faire de la pirogue. Tu sais, c'est... le sport traditionnel, là. C'est une pirogue, voilà, donc ils sont tout seuls ou alors ils peuvent être 2, 3, jusqu'à 6 personnes sur la pirogue, des grandes pirogues. Donc tu les vois faire ça, il y a les gens qui pêchent, tu peux ramasser des coquillages. Et après sinon tu vas à Taupo. Donc Taupo c'est un grand site de surf très très connu mondialement où tu as tous les grands surfeurs internationaux qui sont là sur une énorme vague qui fait très très peur.
Et là, t'as tous les petits qui surfent en bas sur une petite vague qui fait très très peur aussi. Et même la petite vague, elle fait très peur. Mais ils sont hauts comme 3 pommes et ils surfent là. Donc tu peux passer la journée à les regarder. L'eau est à 26 degrés. Donc Wow. non, la vie est belle. La vie est belle. Les journées sont bien. Et après, tu rentres et puis tu vas te coucher parce qu'il fait nuit noire à 6h. Ouais. 6h30. Et du coup, voilà, nous on joue un peu aux cartes et puis après on va se coucher tranquille. La vie tranquille, quoi. La slow life ou pas la slow life? Ouais, grave. C'est passionnant tout ça, je te remercie. T'as une idée de ce que tu te chuchoterais à l'oreille si tu pouvais te donner un conseil, je sais pas si c'est début 2018 avant de partir faire ton tour du monde ou peut-être il y a 3-4 mois avant de partir. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que t'aurais peut-être aimé savoir ou aimé qu'on te dise pour te, je sais pas, te rassurer, te lancer? Alors déjà, juste avant de partir, si je pouvais me chuchoter un truc, ce serait ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'étais stressée? Ouais, parce que en fait, que ce soit pour le tour du monde ou pour l'expatriation, je trouve que la phrase que j'ai dû dire, mais alors des millions de fois, c'était bon, ça on verra. Voilà, parce qu'en fait, tu sais jamais. Et alors le tour du monde et l'expatriation, ça se mélangeait un peu comme ça, parce que des fois, mon mari me disait, même en tour du monde, là. C'est loin l'hôtel de la plage? Je sais pas, on verra parce qu'en fait je sais pas. Comment on va faire quand on va arriver? Est-ce qu'il y a un taxi? Je sais pas, on verra. Et là l'expatriation c'est pareil. Et là au bout de 3 mois, on a déjà avancé beaucoup, tu vois. On a monté l'entreprise, on a changé de maison. Lola est allée au collège, ça se passe très bien. Donc voilà, donc là tu vois, peut-être que dans 3 mois on aura encore avancé d'un pas de géant par rapport à maintenant, mais on est plein d'interrogations. Et ça fait peur, et en même temps, tu vois, je pense que c'est ça que tu recherches quand tu veux t'expatrier, et quand tu veux changer, en fait, de vie et ta routine, voilà, mais ça fait peur, ça fait très très peur. Et voilà, si je pouvais me chuchoter à l'oreille, il y a 3 mois, si j'avais pu me dire, t'inquiète pas, ça, franchement, tu te fais du souci pour rien, ça va rouler, et dans 3 mois encore, je pense que j'aurai encore autre chose à dire, tu vois. Je pense qu'il faut juste dire aux gens qui veulent le faire que si un jour dans leur vie ils ont l'opportunité de pouvoir le faire, parce qu'on a toujours le choix à un moment donné de le faire en fait, soit de vendre sa maison pour, oui ça fait peur, de sortir de son confort et de tout lâcher, de tout plaquer, soit pour vivre un tour du monde, soit pour, on sait pas où ce qu'il y aura après, mais je pense qu'à un moment donné si on peut le faire, il faut le faire parce qu'un jour on va le regretter de pas l'avoir fait en fait.